Parfait. Ok, Geoff, merci d'avoir accepté l'invitation. Depuis tout le temps qu'on devait organiser ça, on arrive enfin à savoir avec les plannings de chacun. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps pour démarrer l'entretien? Ouais, avec plaisir. Donc déjà, merci Maxence pour ton invitation. Depuis le temps qu'on s'était dit qu'on arriverait à se caler ça, on va trouver un petit moment. Donc Geoffrey Main, je suis préparateur physique, réathlétiseur au centre médical de Clairefontaine depuis 2014, donc c'est ma 12e saison. Auparavant à la cellule de réathlé de l'INSEP. Préparateur physique aussi à l'époque de Juvisy, puis du Paris Football Club féminin en dernière Arkema. Donc, pendant 6 saisons. 6 saisons au bout duquel tu as pris la suite du travail avec grand succès. Donc moi je suis un Stapsien, parcours classique de Stapsien, licence Staps, entraînement à Bordeaux, master réathlétisation à Angers, à l'IFEPSA, 2 DU dont 2 SP, dont celui de Poitiers sur l'évaluation à la prépa physique. 3 DU même, j'en ai fait un aussi sur data analyst à Font-Romeu il y a 2 ans. Et puis après, bah, du coup, j'ai démarré à l'INSEP, puis à Clairefontaine, en parallèle avec le Paris Football Club. Et puis au bout de 6 saisons, ouais, j'ai voulu changer un peu de projet. Et donc à Clairefontaine, on m'a permis de démarrer une thèse de doctorat. Donc j'ai arrêté à ce moment-là le Paris Football Club, parce qu'on peut pas tout faire. Et du coup, après, je suis parti sur une thèse que j'ai terminée. Donc, je faisais 80% de mon temps de travail sur le centre médical, sur la réathlétisation, et 20% sur ma thèse. Et donc, je l'ai terminée là en décembre 2024, au bout de 5 ans et demi de dur labeur. Donc voilà, centre médical de Clairefontaine, pour ceux qui connaissent pas, on appartient à la Fédération française de football et on est un centre médical avec une équipe de 3 à 4 docteurs, 6 kinés et 2 préparateurs physiques. On a un psy, un podo, un diététicien et un infirmier, un attendant et 2 assistantes. Donc c'est une structure assez grande, mais quand même à taille humaine, où on accueille des sportifs professionnels, 75% du footballeur pro et de la footballeuse pro, et le reste c'est du hand, du basket, du rugby, de l'athlé, du cyclisme, voilà, que des athlètes de haut niveau pour la partie réhabilitation, que ce soit la rééduc et la réathlé et de la prévention. Voilà. Et puis aussi, une de nos grosses missions, c'est la gestion des jeunes de l'INF, garçons et filles, 13-15 ans, pendant leurs 2 ans d'internat à Clairefontaine. Ok, top. Qu'est-ce qui t'a, au départ, plu dans la réathlée et qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser ce sujet et de te développer professionnellement? Bah, ça a commencé quand j'étais en stage de Master 1 au Dragon de Rouen, en hockey sur glace, avec un préparateur physique qui s'appelle Gaëtan Brouillard, qui a été prépa de l'équipe de France, puis maintenant qui est à Genève, au hockey sur glace, euh, qui m'a vite donné bah, beaucoup de possibilités d'intervention sur les blessés en one-one. Et c'est vraiment ce qui m'a plu en fait au départ, c'est de pouvoir prendre le temps d'être en tête à tête avec les athlètes blessés, de pouvoir avoir le temps vraiment d'individualiser au max, d'échanger avec eux, d'adapter au fur et à mesure aussi de mes observations et de leur retour de ressenti. Et ça a été quelque chose vraiment qui m'a orienté vers la réathlée. J'avais déjà un petit peu touché avant pendant des stages, notamment à Bordeaux-Bègles, au centre de formation rugby. Mais là, vraiment, avec Gaëtan Brouillard sur les Dragons de Rouen, ça m'a vraiment poussé à faire ça, et notamment une réathlée sur leur gardien et capitaine de l'époque, qui est le coach maintenant, Fabrice Lenry, qui était gardien de l'équipe de France de hockey sur glace aussi. Et c'était en gros ma première grosse réathlée. Et avec un mec qui avait 20 ans de carrière, 20 ans d'équipe de France, et ça m'a vraiment marqué et poussé à... Voilà, je me suis dit, ouais, là c'est mon truc, faut que j'y aille à fond, ça me plaît.
Et voilà, puis après j'ai eu la chance d'arriver à l'INSEP en tant que stagiaire, puis après en tant que vacataire. Donc voilà un petit peu les prémices pour moi de Marie Attelé. Et au départ, quand tu commences dans ce sujet, alors on a tous démarré forcément par la prépa, par la raclée. Sur la prépa, quand tu commences avec un groupe, notamment dans tes premières années d'études, tu as souvent tendance à faire un peu via ton expérience, tu vois, un peu de manière empirique. Il y a des choses que tu apprends aussi au fur et à mesure. Euh, Qu'est-ce que pour toi la clé enfin sur quoi elle est différente dès le départ et 10 ans après aussi parce que tu peux pas faire avec un athlète blessé non plus que ce que tu estimes avoir fait dans ton expérience. Il y a aussi un côté scientifique, même si l'expérience et l'empirisme peut avoir aussi son intérêt, j'en doute pas. Mais qu'est-ce qui est différent pour toi dans ton approche d'il y a 10 ans au tout début et maintenant? On va dire déjà quand j'ai démarré la réathlée, donc il y a une quinzaine d'années, la littérature c'était pas la même que maintenant. Il y avait quand même peu de personnes, même si la réathlée ça a toujours existé à partir du moment où il y a eu du sport, des blessés, voilà, toujours eu de la réathlée, mais après c'était une période où il y avait peu de personnes qui mettaient des concepts sur ce travail. La littérature c'était très très faible. Les seules littératures qui pouvaient exister à l'époque, c'était plus des données liées au retour de blessures, mais quelque chose de très médical, sans aucune passerelle sur la partie réhabilitation. Quand je dis réhabilitation, c'est vraiment sur toute la partie kiné et prépa chez le blessé. Donc en fait, la littérature, je vais pas dire qu'elle m'a pas trop aidé, mais quasiment quand j'ai commencé. Et c'est plus on va dire, du compagnonnage avec mes maîtres de stage, les gens qui m'entouraient, et qui m'ont permis au début de me construire un petit peu, tu vois. Et du coup, plus l'aspect empirisme et terrain au départ qui m'a aidé, que ce soit avec Gaëtan Brouillard à Rouen, que ce soit avec Mathieu Chirac, Norbert Krantz à l'INSEP, et j'en passe, Sébastien Dantès à l'UBB. Euh, donc au début, la science, elle m'a pas tant aidé que ça. Par contre, sur l'aspect, on va dire, prépa, c'est clair que voilà, développement énergétique, travail de force maximale, la reprogrammation, là oui, il y a, voilà, on a inventé, je vais pas dire qu'on a inventé peu de choses ou découvert peu de choses depuis l'époque soviétique, mais il y avait quand même des bases physiologiques qui étaient extrêmement solides sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Donc, ce qui a changé, c'est vraiment ça, parce que depuis 10 ans, voilà, les papiers, ça explose. Et l'aspect scientifique sur la RIAB est devenu prépondérant, et extrêmement riche. Et maintenant, on peut s'appuyer sur beaucoup de connaissances dans notre milieu, sur le RTP et sur la RIAB. Mm. Ouais, c'est clair. Et j'aime bien parce que tu parles aussi, enfin, grâce à toi, j'ai pu aussi passer par Clairefontaine il y a un peu moins d'une dizaine d'années, mais tu parles de, tu vois, dans tes termes, librement, de réathlé, de réhab, de rééducation. Tu l'avais redit il y a quelque temps dans un précédent podcast où, de toute façon, la relation de confiance qu'il doit y avoir entre les kinés, les prépas et tout, les personnes qui interviennent chez le joueur blessé, doit être une relation de confiance. Et après, il y a une histoire de terminologie. Chaque métier a des passerelles de compétences, je pense, assez proches. Après, chacun fait son métier, mais l'intérêt, ça reste pour le joueur. Donc, tu étais un mec de terrain à la base. Qu'est-ce qui t'a... T'as parlé de la possibilité de faire ta thèse avec Clairefontaine, mais est-ce que c'est toi qui as impulsé cette dynamique? Est-ce que tu t'es dit que voilà, il fallait un peu pousser le curseur et crédibiliser encore plus tes compétences avec cette thèse et ce côté scientifique validé? Ouais, alors, première partie sur la complémentarité des professionnels du sport et de la santé chez le blessé, c'est fondamental. Voilà, je pense que les petites guéguerres de clocher, c'est derrière nous. En tout cas, j'espère. Et je pense que tout le monde a compris
et l'intérêt de travailler ensemble, que ce soit docteur, kiné, préparateur physique et les autres métiers qui gravitent autour, hein, le psychologue du sport, le podo-posturo, le diète, l'ostéopathe, enfin, voilà. Mais je pense que tout le monde a compris les connaissances, les compétences de chacun et l'intérêt de travailler ensemble. Voilà, je pense à mon collègue kiné de l'équipe de France, Guillaume Vassou, qui dit toujours bah, moi, je pense que j'ai pas assez d'une vie pour devenir un bon kiné. Voilà, c'est un exemple que je prends souvent parce que moi, je cache pas. Pourtant, avec mon collègue Jean Bouvet, on a la tête tout le temps dans la littérature. Tous les jours, on est sur le terrain et on se dit, wow, on a tellement de choses à maîtriser dans notre domaine que voilà, que dire, bah écoute, moi je vais prendre toutes les casquettes et je vais les gérer, les assumer avec qualité. Des fois, je me dis, soit on n'est pas assez performant, soit ce qui est possible, soit c'est compliqué à faire. Donc, cette complémentarité est ultra importante. Après, sur l'aspect, comment je suis arrivé sur la thèse, plusieurs choses. Déjà, déjà de base, quand j'étais à la fac, j'étais un rat de BU. Je lisais tous les livres sur la physio, voilà, les Zatursky, tout ce que tu veux, Platonov, Weineck, tout ce qui est lié au principe, on va dire, séculaire de l'entraînement, la physio pure et dure. Voilà, ça c'est, dès que je suis arrivé en L1, j'ai attrapé le livre de Weineck à la BU et je me suis dit, ok, ça, la prépa physique, l'entraînement, c'est mon truc, j'adore. Donc la première chose, c'est ce côté, voilà, j'ai toujours adoré la science par rapport à ça. Après, je me posais des questions sur ma pratique, sur, euh, sur les testings, sur des spécificités de différentes pathologies. En fait, à l'époque, je trouvais pas trop de réponses dans la littérature. Quand je suis parti sur mon projet de thèse, j'ai commencé à construire en 2018. Quand on regarde la littérature, notamment sur plateforme de force et thèse de saut en 2018, Bishop, il n'y avait pas encore. McMahon, il n'y avait pas. Taberner, il n'y avait pas. Enfin, à l'époque, on avait peu de données là-dessus. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, si tu trouves pas de réponse, bah, peut-être que la meilleure solution, c'est d'essayer d'aller en chercher quelques-unes par toi-même. J'ai proposé ce projet au docteur Maillet, qui est notre directeur du centre médical de Clairefontaine, à Emmanuel Oran, notre directeur fédéral médical. Et tout de suite, ils ont dit, bah, vas-y, à fond, ça nous plaît, et on part dans le projet. Donc voilà, merci à eux de m'avoir soutenu là-dessus. Et puis après, il y avait aussi un côté dans ce monde multidisciplinaire. Bah, je pense que des fois, le fait de faire un doctorat, ça te donne un peu de crédibilité sur quand t'es assis à table ou que tu es en congrès, en discussion avec des médecins, avec des chirurgiens, où je pense que des fois, ils disent, ah bon, lui, il allait creuser un peu son domaine. Voilà. Je pense des fois, à tort ou à raison, hein, ça donne un petit peu de crédibilité aussi dans la discussion de temps en temps. Hmm. Ouais, ouais, t'as complètement raison et je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où il y a des mecs qui peuvent avoir des dizaines et des dizaines d'années d'expérience sans faire de thèse et qui peuvent être des très bons réathlètes, des très bons prépas, très bons dans leur domaine, des très bons kinés également. Euh, mais ça assoit une certaine légitimité quand même d'aller dans ce cursus-là et de pousser le curseur quand même aux yeux de tous, j'ai l'impression. Alors c'est comme tu dis, à tort ou à raison, mais ça permet de creuser encore plus. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans les... On va pas retraiter hein, le sujet de ta thèse parce qu'on a plein de questions qu'on a ciblées. Est-ce que tu peux représenter brièvement le contenu de tes recherches et les principaux résultats? Ouais, alors déjà, comme tu disais, dans la crédibilité, je pense que quand même, ce qui est important, c'est pas forcément le diplôme, c'est le travail qu'il y a eu derrière et comme tu dis, aussi l'expérience. Parce qu'en termes de crédibilité, quand tu as passé 25 piges sur le terrain,
Je pense que tu as beaucoup plus de crédibilité que des petits jeunes qui peuvent sortir de thèse directement. Donc ça, c'est sûr que c'est le côté un petit peu à tort de cette représentation. Après, sur le travail de thèse, bah, globalement, donc j'étais sur le contrôle neuromoteur des footballeurs professionnels blessés sur des plateaux bas du corps, membres inférieurs. J'ai utilisé pas mal de technologies, plateforme de force, EMG, caméra 3D, dans le but de caractériser déjà les effets d'un cycle de 3 semaines de réathlé sur ce contrôle neuromoteur, d'essayer de modéliser des spécificités, des signatures neuromotrices spécifiques aux trois pathologies que j'ai étudiées, la chondropathie, la rupture du ligament croisé du genou et, euh, lésions musculaires quadriischios. Voilà, après j'ai travaillé aussi sur l'effet de la double tâche visuelle sur toujours ce contrôle neuromoteur. La quatrième étude était donc aussi sur l'expression de ces évaluations. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais le fait que la grande majorité du temps on exprime tout en pourcentage de LSI. Donc une fois de plus, l'objectif, c'était de mettre en avant les limites du LSI et pourquoi, et pourquoi il faut tendre vers d'autres types d'expressions, et pas que le LSI. On en parlera sûrement tout à l'heure. Et puis la dernière étude, on a essayé donc ça date déjà d'il y a 5 ans, 5 6 ans. On a essayé de faire un clustering sur des joueurs sains de Ligue 2 par rapport aux signatures neuromotrices spécifiques des joueurs blessés que j'avais. Et en fait, on a essayé par clustering, d'essayer de trouver les joueurs sains qui avaient des signatures neuromotrices qui se rapprochaient de ceux qui étaient pathologiques, et de voir sur une saison de Ligue 2 si ces joueurs se blessaient plus, oui, non, s'ils avaient plus de rechutes, oui, non, et si les pathologies dont ils étaient atteints étaient en lien, correspondaient à la spécificité de la signature neuromotrice. Donc voilà un petit peu l'objet de ma thèse. On a fait tout ça sur les CMJ. Ok. Et quand tu parles de signature neuromotrice, est-ce que tu peux préciser un petit peu les trois modèles un petit peu sur lesquels tu Ouais. travailles? Je suis parti sur trois types de variables, les variables cinématiques, donc liées au niveau de flexion de genou, flexion de tronc, latéroflexion de tronc, des variables électromyographiques, donc liées au pic, au pourcentage de MVC sur les pics de contraction et sur la moyenne sur le mouvement, la moyenne d'activation sur le mouvement et des variables cinétiques liées aux plateformes de force sur tout ce qui est hauteur de saut, RSI, temps de contact, enfin temps de mouvement plutôt, RFD excentrique, ainsi de suite. Ok, génial. Euh, est-ce que c'est c'est un travail que les préparateurs physiques ou les réathlètes enfin, avec lequel les prépas physiques et réathlètes de club peuvent se servir en club, et est-ce que c'est dépendant d'un outil? Est-ce que la technologie est dépendante de ce type de travail? Est-ce qu'on peut le faire uniquement avec des plateformes? Est-ce que ça peut se faire avec un opto? Est-ce que ça peut se faire en solution de terrain avec MyJump sur les données qu'on peut avoir? Euh, alors, tout sera pas forcément facilement réalisable et analysable. C'est sûr que l'aspect cinétique sera plus facilement praticable parce que des plateformes de force, on commence à en avoir quasiment dans toutes les structures de haut niveau. On a MyJump, MySprint, des autos. Donc ça, en termes de RSI, de temps de mouvement, de hauteur de saut, euh, on peut faire beaucoup de choses. Après, l'analyse cinématique sur du 3D, c'est très intéressant, mais ça ne reste que mon point de vue. Pour le moment, je trouve que c'est pas efficient.
C'est-à-dire que les outils qui sont censés être très rapides et un peu automatisables, pour le moment, ils sont pas enfin, perso, je trouve qu'ils sont pas aussi performants que ce qu'on souhaiterait. Et après, l'aspect EMG, euh, c'est très intéressant, mais c'est à pratiquer avec des pincettes, parce Mm. que ça nécessite quand même euh, déjà pas mal de connaissances sur leur utilisation, être très rigoureux sur le protocole de testing, et ça nécessite aussi pour le moment pas mal d'interprétation et de temps d'analyse. Donc à mettre en club. Clairement, c'est pas ça que je mettrais en club. Moi, je me concentrerai déjà sur l'aspect cinétique et sur une analyse cinématique simple. Enfin, quand je dis simple, voilà, peut-être plus empirique, peut-être moins précise, mais sur des observations plus simples au niveau cinématique. Le MG, pour moi, c'est vraiment, enfin pour moi, pour nous, à Clairefontaine, c'est un supplément. C'est voilà, si t'as des joueurs sains, ce serait peut-être pas nécessaire, mais sur des joueurs blessés, voilà, vérifier les suractivations, les sous-activations, euh, surveiller les AMI post-blessure, ok, mais c'est un peu presque la cerise sur le gâteau, tu vois. Mm. Ouais, bien sûr. Ton avis du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, le LSI? Pour toi, le temps du LSI, il est révolu? Bah, il est révolu, oui, non. Dans la littérature, oui, il est révolu. Clairement, hein, là, ça fait quand même 3 4 ans qu'on a énormément d'écrits sur le fait que bah, le LSI a tendance à surestimer la récupération fonctionnelle de la zone lésée, et notamment après des blessures type le LCA, qui selon certains auteurs dernièrement, des blessures centrales et pas que périphériques. Et là, d'où l'intérêt de ce type d'article, c'est que vraiment sur des pathos type le LCA, bah, on a une désadaptation centrale qui va marquer les deux membres. On a encore, malgré le fait qu'on soit en 2025, tendance à sous-solliciter la jambe saine, et ça dès le début. Voilà, une jambe saine, ça doit être poussé à son max dès le début de la prise en charge chez les athlètes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vraie référence. Et perso, enfin, moi, ça m'énerve un petit peu quand je récupère des joueurs en full renfo à 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois d'un croisé, avec des faux bons déficits ISO. On dit, ah, c'est bon, 10%, et puis en fait, quand tu vas chercher le membre sain à bloc, tu te retrouves avec 30-35% 3 semaines après. Ça, c'est un petit peu difficile à avaler à accepter. On se doit de travailler la jambe saine pour la pousser au max et pour avoir une vraie référence, pour que l'athlète il soit capable de savoir jusqu'où il doit amener sa jambe lésée en termes de force, tout ce que tu veux, mais pour moi, c'est vraiment primordial. Et du coup, le LSI, oui, il surestime la récupération fonctionnelle. Euh, Notamment à cause de ça. Et du coup, on a quand même d'autres moyens maintenant. Alors, ça nécessite un peu plus de travail, ça nécessite un peu plus de réflexion, un petit peu plus de recherche, mais on a d'autres moyens pour faire mieux. Alors, je dis pas qu'il faut plus du LSI, je dis qu'il faut amener d'autres choses en complément. Voilà, c'est vraiment, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Faire le LSI, ok, mais c'est plus suffisant. Et pourquoi je dis que c'est pas encore la fin du LSI? Parce que je pense qu'on a encore un gros travail de sensibilisation à faire autour du public et de la population médicale, que ce soit les docs du sport, mais aussi les chirurgiens sur ce LSI, euh, dans la même idée qu'on a ce même travail de sensibilisation à faire par rapport aux tests verticaux, de sauts verticaux, versus les hop tests. Voilà, les hop tests, c'est intéressant, il y a des avantages, il y a des limites. Euh, et voilà, nous on pousse plutôt vers le test vertical plutôt que horizontal. Donc voilà pourquoi le LSI il est encore bien présent. Et le dernier axe, c'est l'aspect sport amateur, travail de la rehab en libéral, parce Mm. que c'est quelque chose
qu'on peut oublier, mais la finalité de tout sport de haut niveau, c'est aussi, je pense, être capable de faire découler les techniques, les méthodes de travail qu'on peut utiliser dans le haut niveau, chez le professionnel, vers les sportifs amateurs pour essayer d'optimiser leur reprise. Et là, il y a encore du travail. Il y a encore du travail de sensibilisation aussi par rapport au LSI, parce que la grande majorité du temps, tous les tests sont exprimés en LSI. Voilà, là où il faudrait qu'on tende vers la norme, vers la comparaison par rapport aux data pré-blessure, même si une fois de plus, les data pré-blessure, c'était des data 2 mois avant la blessure. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des facteurs qui sont mis en place, des facteurs de risque qui sont déjà mis en place? Voilà, c'est pour ça que je dis plutôt additionner ensemble le LSI, la norme, les data pré-blessure, essayer d'avoir plusieurs points de vue sur l'évaluation. Et puis après, c'est sûr que l'idéal, ça serait d'avoir un passeport du sportif, un Mm. passeport à long terme. Dès que tu rentres dans une structure de haut niveau, tu sois en pôle à 14 ans, au centre de formation à 16 ans, que tu aies un passeport avec tous les testings, toutes tes datas qui t'appartiennent, et que tu les gardes tout au long de ta carrière. Ça permettrait d'avoir un vrai profilage à long terme de l'athlète et du coup, sur les périodes de blessure, bah, de pouvoir se fier à l'évolution de ces données tout au long de sa carrière. Ça pourrait être un point intéressant et important dans nos suivis de retour de blessure. Intéressant. Après, on sait que les tests qu'on fait actuellement, enfin, la littérature, il y a pas de réel consensus sur les testings qu'on peut faire, les screenings qu'on peut faire chez les joueurs. Et c'est toute la difficulté. Sur ce passeport, il faudrait en fait harmoniser en ciblant du coup des tests, sauf que pour l'instant, il n'y en a pas un ou cinq qui arrivent à sortir du lot. Et je pense que tu vas pouvoir aussi peut-être donner ton avis sur ça. Euh, Dans tous les clubs, toutes les professions le font quand ils récupèrent un sportif, même en début de saison. Tu vois, là, c'est le moment où on voit tous les tests apparaître, les testings de début de saison. On sort des joueurs avec des tendances parfois drapeau rouge, des joueurs critiques et des joueurs pour qui tout va bien sur le testing. Sauf que la réalité du terrain, c'est que pendant la saison, il peut y avoir un décalage entre un joueur drapeau rouge qui se blesse pas pendant toute une carrière et un joueur pour qui les tests sont tous au vert et qui peut être problématique. T'as un avis sur ça? Ouais, ouais, bah, déjà, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à uniformiser tous les testings de tout le monde. Ça, c'est une certitude. Déjà, comme tu l'as dit, dans la littérature, on n'a pas de consensus. Et puis après, il y a toujours la sensibilité de chacun. Il y en a qui seront plus sensibles à des tests de force, d'autres à de la mobilité, d'autres à de l'évaluation, on va dire, un petit peu plus posturale, voilà, type les FMS encore. D'autres qui seront full sur des tests verticaux, par exemple, ou de la performance, de l'expression de performance, on va dire, fonctionnelle, des tests de saut, de la perf de sprint. Euh, donc ça, c'est sûr que à uniformiser, ça risque d'être très très compliqué. S'il y en a qui peuvent être quand même plus, on va dire, stables dans dans cette volonté de suivi, c'est peut-être les tests de force quand même. Enfin, en tout cas, tu vois, quand tu regardes au niveau kiné, je pense que les kinés, maintenant, ils pratiquent. Alors, il y a l'isocinétisme, pardon, on est d'accord. Mais maintenant, ils pratiquent quand même énormément les tests isométriques de force. Je pense que ça reste des tests intéressants et qui peuvent amener une certaine stabilité dans l'ensemble des batteries de tests, que ce soit du RTP ou du profilage. Mais après enfin, moi, c'est ce que je trouve. Je sais que c'est très décevant pour beaucoup. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans notre métier. C'est que ça serait trop facile de dire on a trouvé batterie de test. Voilà, il est orange, il va se blesser. On sait que c'est pas la réalité. Et
Alors, c'est sûr que c'est la quête de nombreux professionnels et nombreux chercheurs des sciences du sport. Mais perso, je trouve ça, euh, comment dire, motivant. Je trouve ça intéressant. Je trouve presque ça génial quand on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, derrière, il y a... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est si on fait un testing début de saison et que nos feux, ça va refléter exactement la réalité derrière, ça perd son charme presque. Parce que tu perds l'aspect du quotidien. La science, c'est très bien. Je suis le premier, voilà, hein, j'ai fait une thèse, c'est parce que j'aime la science. Mais, mais je pense que ce qui est plus fondamental encore, c'est le côté un peu empirique de tous les jours, c'est tu vois la relation entraîneur-entraîné, c'est le ressenti de l'athlète, c'est l'observation. Alors je sais que ça va un peu à l'encontre de ce que disent certains, mais un peu le côté œil de maquillon du quotidien. J'ai changé avec mon athlète, je sens un peu mon athlète, comment il se sent lui, comment je l'observe. Des fois des facteurs qui sont pas forcément évaluables. Hein. Je pense que tu vois un peu ce que je veux dire quand on passe beaucoup de temps sur le terrain. Donc voilà un peu mon avis. Je pense qu'on peut s'améliorer dans la prévention, qu'on peut s'améliorer dans les testings et dans le choix des tests qu'on fait. Mais je pense que on n'arrivera vraiment, enfin jamais vraiment voilà, tout prévoir et j'ai presque envie de dire, j'espère qu'on n'y arrivera pas à tout prévoir parce que voilà, l'athlète, c'est pas un robot et que c'est aussi cet aspect humain qui est riche dans notre métier. Et en tout cas, moi qui me donne envie de me lever le matin pour aller travailler, cet échange, cette observation, des fois ce ressenti, tu n'es pas forcément capable de tout expliquer, mais quand tu connais bien ton athlète, des fois, tu as des petites sensations. Voilà, c'est ça qui, que je trouve beau aussi. Et après, il y a un dernier truc sur les testings, sur les profilages, ça reste aussi la manière dont on les fait. Et des fois, je suis quand même assez étonné de la manière dont les tests sont réalisés. Et, euh, et on a beaucoup de très bons chercheurs dans la science des sports en France. Donc là-dessus, c'est assez riche, des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Et quand on voit certains testings, comment ils sont réalisés dans les clubs, dans les structures, bon, tu te dis, bah, c'est sûr que des fois... la familiarisation, euh, le respect des temps de récup, pendant les protocoles, le choix des variables, le choix des outils. euh, bon, tu vois, tout ça mis bout à bout aussi, peut-être que ça n'aide pas à trouver des valeurs plus fiables pour nos profilages. C'est clair. Euh, j'ai bien aimé ce que tu avais dit sur le côté un petit peu voilà, sensibilité, et le côté un peu artisanal aussi de notre métier, où il faut quand même recueillir des informations qui sont pas que de la data, qui sont pas que des choses informatisées et validées dans la science. Il y a aussi voilà, cette approche, la façon dont ton athlète va dire bonjour le matin et qui te donne aussi énormément d'informations sur la demi-journée qui va suivre. Tu sais dans quel état d'esprit il est. Les tests RTP en fin de réhab, est-ce que vous utilisez lesquels pour toi sont les plus propices pour tel type de patho? Et est-ce que parfois tu es arrivé à des problématiques où tu t'es dit, bah là en fait mon joueur sur l'aspect sensation et ressenti il est bien depuis des semaines, on fait les tests de RTP et c'est plutôt moyen. Et inversement, il te semble voilà, plutôt moyen et tous les tests RTP sont bons. Quelle stratégie on fait derrière? Est-ce que l'aspect mental est aussi impliqué là-dedans avec le prépa mental de la structure? Est-ce que tu as des retours d'expérience et des avis sur ça? En général, quand même, quand les athlètes sont moyens en séance avec nous, les tests sont pas forcément voilà, incroyables. Dans l'autre sens, alors oui, bien sûr,
on fait du testing RTP parce qu'à un moment donné, il faut avoir une photographie, un instant T de l'athlète sur certaines qualités pour être, enfin, pour s'avancer sur une stratégie de reprise auprès du staff. Donc ça paraît primordial. Après, déjà sur lesquels on s'appuie, nous on a un peu une philosophie il y a un socle commun de base. Euh, pour nous, l'objectif, quel que soit la patho, voilà, l'objectif final, c'est le retour à la performance. Et être performant dans les sports co, c'est quoi? C'est courir vite. Je parle d'un point de vue purement physio et bioméca, hein. Je parle pas du tout de l'aspect technico-tactique ou cognitif. Ça, c'est autre chose. Mais d'un point de vue purement physio et bioméca, c'est être capable d'aller à Vmax, de sauter le plus haut possible, de freiner à très haute intensité, de faire des changements de direction à très haute intensité et d'avoir des capacités énergétiques qui permettent la répétition de ces actions à intensité max de manière répétée dans le temps et en perdant le moins d'intensité possible. Euh, voilà, ça c'est la finalité. Donc à partir de ce moment-là, pour nous, quelle que soit la patho, et ben, les tests qui vont correspondre, c'est un 30 ou 40 mètres en fonction de ton sport, sprint en Vmax. C'est du T-test modifié à intensité max sur poussée, freinage, changement de direction. C'est du 5,05 pour la capacité de freinage, changement de direction. C'est du test de saut, CMJ, une jambe, deux jambes, drop jump. Euh, voilà. Et puis après, tu as l'aspect force aussi. Sur l'aspect force, ce sera un peu plus spécifique à ta pathologie. C'est sûr que si tu te fais un ischio, on sera un peu plus focus sur force des ischios, même si on a vu, notamment sur les écrits de Mandy Gushia, que tu peux être aussi fort que tu veux sur les ischios. Ça ne veut pas dire que tu ne pèteras pas et qu'il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Donc pour nous, on a voilà, ce socle commun pour toutes les pathos, les niveaux de force, et après c'est comment j'exprime mes forces avec un S. La force max, la force explosive, tout ce que tu veux, la force endurance. Comment je l'exprime en fonctionnel, plus ou moins dans ma discipline. Donc sprinter, sauter, changer de direction, freiner. Voilà, ça c'est notre sac de base. Et puis après, tu vas avoir des testings un petit peu plus spécifiques à ta pathologie. Si tu as une rupture du tendon d'Achille, eh ben, l'aspect pliométrique, mais antéro-postérieur, va prendre plus d'importance. Parce qu'on sait que quand tu passes de l'arrière vers l'avant, ça va être une gestuelle beaucoup plus discriminante et contraignante sur le tendon d'Achille. Et c'est ça qu'on va aller chercher parce qu'en fait, notre athlète, ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable de refaire toutes les gestuelles motrices possibles à intensité max, sans avoir du tout à se poser la question de ce qui va se passer. Donc voilà, on a ce module un peu spécifique à la patho. Et après, bah, pour tout le monde, le psycho. Le psycho, la capacité déjà à ne plus avoir peur. Et après, sur l'aspect psycho, j'irai autre part, c'est que quand tu demandes des performances max, que ce soit du freinage, du changement de direction en arrivant à Vmax, etc., il y a un vrai aspect psycho dans la capacité à s'engager dans cette gestuelle. Et donc, pour moi, sur le RTP, le psycho, c'est pas juste j'ai un croisé, je fais la CLRSI, tu vois. Il y a aussi j'arrive sur le 5,05, est-ce que je suis capable d'arriver à fond sur mon freinage, de décélérer au dernier moment, parce que ça c'est stressant, ça, après une rupture de croisée, surtout quand on sait que une grosse partie des ruptures se font sur des situations, par exemple de pressing au football, avec une forte décélération et changement de direction. Voilà, c'est cet aspect engagement, en tout cas dans l'intensité max, est pour moi, sur les RTP, un vrai gage de confiance psychologique. Et après, je mettrai de côté, enfin, je ne vais pas me dire mettre de côté, mais l'aspect technico-tactique et cognitif, pour moi, est un petit peu à part, parce que même si on va beaucoup bosser en réathlé, euh, pour le moment, on n'arrivera jamais à remplacer une séance collective. On peut faire tout ce qu'on veut, hein, mais la surcharge cognitive, malgré les outils, la technologie, elle est bien moindre en réathlé qu'à l'entraînement.
Et donc, sur cet aspect testing RTP, technico-tactique, cognitif, pour moi, le seul vrai testing qui tienne, c'est une vraie phase de réentraînement adapté en groupe avec le staff technique, chapeauté avec le médical. Mais voilà un petit peu. Je pense pour l'instant, on sera jamais capable de reproduire cet aspect-là et que même au niveau psychologique, la cerise sur le gâteau, ce qui doit optimiser toute la RIAP qu'il y a eu avant, c'est cette phase de réentraînement. Intéressant. Euh, sur ce que tu as évoqué, c'était en majorité des données quantitatives, enfin, quantitatives. Est-ce qu'il y a aussi des tests qualitatifs que Oui. je pense au test de sprint, le CMAS, le SMAS. Est-ce que étant donné que c'est des choses que tu peux difficilement peut-être avoir, même en référence avant la blessure, c'est des choses que vous utilisez, de se dire, voilà, mon mec, pour son ischio, tu analyses son SMAS, est-ce qu'en fin de réhab, si le scoring est plutôt moyen, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir insister et donner des axes de travail au club, par exemple? Ouais, bien sûr, tu as totalement raison. L'aspect, où j'ai tendance à dire qualitatif et quantitatif, c'est un peu comme Timon et Pumba. Tu peux pas les dissocier. Ils vont toujours ensemble. Donc oui, mettre des chiffres du quanti, c'est important, mais ça doit être objectivé par le quali. Donc après, on a quand même, que ça soit sur les réceptions de sauts, on a des échelles qui permettent de rendre objectif notre observation. Après, oui, bien sûr, le CMAS, par exemple, sur les changements de direction, sur les cuttings 90, le SMAS, comme tu as dit, sur le sprint, fondamental quand, voilà, je me répète ce que j'ai dit il y a 2 minutes, quand il y a certains auteurs qui mettent en avant le fait que tu peux être aussi fort que tu veux sur les ischios, mais tu peux te péter quand même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir insister sur le contrôle lombo-pelvien, notamment en dynamique, et le maintien de ce contrôle lombo-pelvien à intensité max, puisque ça, c'est quand même pas la même entre avoir un bon contrôle lombo-pelvien quand tu es en salle sur des habilités plutôt fermées, et quand tu es à intensité max au duel avec d'autres joueurs. C'est pas le même level de compétences. Donc ça, primordial, l'aspect qualitatif. Et puis après aussi, on regarde, alors, que ça soit sur les tests isocinétiques, mais aussi sur les tests de saut, la qualité des courbes. Tu vois, par exemple, sur un CMJ, alors peut-être que ça sera pas si important que ça sur la performance de saut, mais ce qu'on regarde beaucoup, c'est par exemple la capacité de décharge au moment du CMJ sur la jambe lésée. Est-ce que je suis capable de me décharger, de laisser aller mon poids de corps et de freiner au dernier moment pour après engager l'aspect pliométrique? Euh, c'est des choses qui sont importantes à aller voir en termes de qualité parce que ça te permet aussi derrière de préconiser un suivi de travail. Peut-être que si je me décharge pas sur mon CMJ, j'aurai quand même une performance intéressante. Sauf que si on veut vraiment revenir à la perf, bah, c'est tous ces petits détails-là qu'il va falloir mettre en avant et dire, OK, les résultats, ils sont plutôt pas mal, mais j'ai encore un vrai travail de décharge. Donc ça veut dire que peut-être qu'au niveau psycho, je suis pas nickel parce que je contrôle encore un peu mon mouvement, ou alors peut-être que je le contrôle parce qu'au niveau excentrique, j'ai pas encore les qualités pour faire un freinage à intensité max sur la fin de mon contre-mouvement. Plein de petites choses comme ça. Et les courbes souvent sont quand même très intéressantes, très parlantes sur les tests de saut. Et pas que la hauteur de saut. Et ça nous permet aussi de mettre un peu en avant des stratégies de compensation qui peuvent être mises, plus d'engagement de hanche, de cheville, moins de profondeur de saut pour limiter les flexions, notamment sur les pathologies articulaire du genou. Donc oui, bien sûr, le quali, il est extrêmement important. Mm. Après, ça ne veut pas dire que voilà, on a des athlètes qui ont une qualité motrice faible et qui ont des résultats quanti hyper, hyper performants et qui resteront performants malgré cette faible qualité. Mais bon, ça n'empêche pas de vouloir aller régler et améliorer tout ça en tout cas.
Bien sûr. Et j'insiste sur ce que tu disais sur l'aspect psycho, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est quand même vachement démocratisé depuis quelques années. Je sais pas s'il y a 10 15 ans, on y prêtait autant attention, mais Christophe Keller en parlait il y a quelques temps dans un podcast. J'écoutais ce que tu disais, c'est la peur de s'engager. Et c'est quand même un aspect enfin, prioritaire à prendre en compte pour moi, même si tous les tests RTP sont bons, si le joueur, le feeling est bon, euh, que tout est OK et que si tu fais passer un questionnaire ou que tu discutes avec lui et que tu sens une peur de s'engager, une peur de rechute, une peur de récidive, euh, c'est quand même un red flag qui doit t'alerter par rapport à sa reprise. Bah oui, totalement. Totalement. Et si toi, en réathlé, quand tu fais tes séances sur le terrain, tu observes un petit manque d'engagement, tu peux largement extrapoler en disant que si, quand il est tout seul avec toi en rehab, Ouais, il s'engage pas à fond, ça va être bien pire quand il sera dans son groupe d'entraînement, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à gérer. La surcharge cognitive, comme on a dit, hein. La diff entre je suis en rehab, même si tu arrives à faire deux, trois joueurs ensemble et créer de la charge cognitive, ça reproduira jamais un jeu réduit de 5 contre 5 où, voilà, autour de toi, tu as 9 autres personnes qui gravitent autour de toi, plus un ballon, plus les autres joueurs qui sont autour qui regardent, plus le staff technique. Et ça, c'est du stress en plus. Surtout quand sur les longues plateaux, pendant 3 6 9 un an, t'as été un petit peu hors de cet environnement-là. Quand tu y retournes, bah, c'est ouais, un, c'est un vrai stress supérieur. Et ça, on n'en parle pas forcément, mais c'est la réalité. Oui, l'aspect psycho, il est ultra important. Après, est-ce qu'on en parle plus qu'avant? Sûrement. Est-ce que aussi, c'est pas le fait que, notamment dans des métiers comme le nôtre, que ça soit prépa ou kiné, pardon, ou même entraîneur, euh, c'est un domaine qu'on formalise pas forcément tout le temps. Euh, tu vas sur une séance de réathlé. Tu prépares ta séance, tu as tes objectifs. Sur le réathlé aujourd'hui, je vais vouloir travailler les cuttings entre 45 et 90 degrés, par exemple, ou je vais vouloir travailler la décélération sur les trois quatre derniers mètres. Euh, ça, tu le, tu le mets tu le mets en avant, tu vois. Est-ce que tout le monde dit en même temps sur ma séance, je vais travailler sur la confiance à m'engager? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais travailler sur tel point psycho? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ça, je pense que ça y joue aussi beaucoup dans le fait d'en parler ou pas. C'est que je pense que pendant longtemps, on n'appuyait pas là-dessus. On disait, OK, de toute façon, à partir du moment où tu fais de la prépa, tu fais de la réathlète, tu fais du psy tous les jours. Tu fais du psychologique tous les jours. Mais est-ce que on le rationalise, tu vois? Peut-être moins. Est-ce que dans toutes nos séances, on met autant de d'énergie à dire je vais travailler tel aspect psychologique par rapport à mon aspect énergétique ou bioméca? Hein, je pense que ça joue aussi dans le fait qu'on a l'impression que maintenant on en parle plus, alors que peut-être qu'on n'en faisait pas beaucoup plus qu'avant. Mhm. Après, peut-être que logiquement, si tu connais le mécanisme de blessure, de lésion, et que en fin de réhab, tu cherches à t'en rapprocher, tu dois chercher, toi, à casser un petit peu ces barrières d'engagement, d'inhibition par rapport à l'obstacle. Et je sais que dernièrement, j'ai eu plusieurs blessures. Moi, je pense à un mec qui s'est fait une luxation d'épaule. En fait, tant que le mec il avait pas retaclé ou que je lui arrachais pas quasiment le bras sur un duel ou que je le faisais pas tomber, on restait sur le terrain. Parce que pour moi, c'était sinon une porte de sortie où le joueur faisait un virage et était dans l'évitement. Et je voulais vraiment qu'il se rapproche de cet engagement maximal qu'il pouvait rencontrer sur le terrain. Si tu t'en rapproches et que tu connais le mécanisme de lésion et que tu cherches à le reproduire en fin de réhab, tu,
normalement, tu cherches à travailler et à lever ces barrières un peu, non? Bah, c'est sûr que tu peux pas passer à côté. Et d'ailleurs, je pense que là, c'est purement empirique, mais quand voilà, tous les gens qui font de la rehab, dès qu'on remet cette gestuelle traumatique, on remarque, on observe tous les mêmes comportements. On voit par exemple quand je remets le duel, avant de me mettre du duel contact avec moi ou avec un autre prépa, on, on fait du simulé, tu vois. Et la première fois, juste le fait de venir charger le joueur, pourtant il sait que je vais pas le toucher. Juste le fait de venir le charger, il y a un petit mouvement de recul, il y a un petit temps d'arrêt, il y a un petit appui en plus. Et ça, c'est des petits observables, pardon, euh, qui te font dire que waouh, tu vois, là, il y a des restes de traumatisme. Je pense à ça, mais aussi là, il y a un croisé sur un tacle, et ben, les premiers tacles, la qualité gestuelle, c'est tout sauf un tacle. Ah C'est ouais. une mise au sol. Alors bien sûr, après, on le décompose, le mouvement, on met dans des situations facilitées, etc. Mais oui, c'est sûr que si tu passes pas par là, t'as loupé une partie de ton taf. Mm. Euh, il y a, il y a des années, hein, je me rappelle des discussions que j'avais eues avec Elodie, même à Claire. J'utilisais un petit peu la double tâche et ça se faisait de manière empirique. Toi, qu'est-ce que tu en ressors un petit peu dans tes données, l'utilisation de la double tâche et qu'est-ce qui, pour toi, est une avancée dans l'intégration de cet aspect-là? Bah, l'utilisation principale de la double tâche, c'est l'évaluation de l'automatisation gestuelle. Euh, une des finalités de la RIAB, c'est que ton athlète, quel qu'il soit, quel que soit son sport, soit capable de réaliser tout type d'action motrice, ok? Mais tout type d'action motrice pour répondre à un stimulus particulier. Et ça, c'est très important parce que être capable de faire un cutting à 90 degrés, intensité max, c'est très bien. Sauf que ce qui est mieux et ce qui est primordial, c'est d'être capable de le faire en gardant l'intensité, en gardant la qualité gestuelle, en situation d'incertitude. Et ça, au niveau moteur, c'est pas exactement le même cheminement au niveau du système nerveux central. Et du coup, la double tâche, elle est là pour venir vérifier cette automatisation. Et c'est comme quand on disait tout à l'heure, voilà, nous, on veut que les athlètes, une fois que tu retournes sur le terrain, ils pensent plus du tout à leur pato. C'est pas je vais presser, oh là là, il faut que je freine, il faut que je fléchisse le genou, nanana. Non, non, c'est je vais presser, je vais arracher le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et pour aller vers ça, bah, faut être sûr qu'on soit capable de faire la double tâche. Et du coup, la double tâche, elle doit être intégrée rapidement, mais attention quand même, elle doit pas être exclusive. Mm. C'est-à-dire que pour que je puisse avoir un athlète qui soit capable de garder cette gestuelle qualitative, cette intensité en double tâche, il faut quand même que le prérequis du mouvement soit intégré et acquis. Et que après, je sois capable de le conserver en double tâche. Donc rapidement, c'est important de le mettre. Tu vois, moi sur ma thèse, j'avais fait des CMJ avec une double tâche visuelle. Chez les blessés, les perfs étaient meilleurs. Ils se, une des hypothèses, c'est qu'ils se défocalisent du coup de leur mouvement. Tu vois, j'ai une chondropathie de genou, attention, la décharge excentrique dont on parlait tout à l'heure, etc. En fait, ils se défocalisent du mouvement pour être focus sur le signal et on avait des meilleures perfs de saut. Donc c'est intéressant parce que tu te dis d'un point de vue RIAB, si tu mets dans des situations sécuritaires, tu peux, via la double tâche, avoir des sollicitations beaucoup plus importantes. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, dans la recherche de la progression en plio, en explo, ce que tu veux, peut-être qu'on peut aller chercher des choses plus hautes. Bien sûr, il faut garder dans des situations sécuritaires. Et après, dans les testings,
Voilà, il y avait eu Stego Keller qui avait fait son article sur l'ajout des doubles tâches sur des testings de base, notamment les hop tests. Voilà, après, on peut l'imaginer sur tout, hein, sur des 5.0.5, sur des t-tests, sur les CMJ, sur les drops. Enfin, la double tâche, on va dire, elle est presque facile à mettre en place, mais c'est une vraie composante à prendre en compte. Et cet aspect automatisation de la tâche motrice, elle est primordiale parce que sur certaines études américaines, notamment sur les basketteuses, sur les ruptures de croisés, la conclusion, c'est que la gestuelle quasiment la plus traumatique, c'est le changement de direction en défense, quand on doit réagir au porteur de balle, par exemple. Donc typiquement, c'est ça qui nous intéresse dans la double tâche en rehab, c'est reproduire les sollicitations qui vont nous arriver en compétition ou à l'entraînement. Donc double tâche fondamentale. On peut plus la mettre de côté. Et maintenant, on a des outils, même gratuits, qui nous permettent de pouvoir reproduire ce type de sollicitation. Tu peux en citer pour ceux qui nous écoutent? T'as les applis cognitives gratuites, Euro, Crossalign, je sais plus, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a quelques-unes comme ça, tu peux trouver facilement. Suite. Voilà, euh, les Fitlight, les choses comme ça, les Blazepod, ainsi de suite. Mais on peut en créer aussi d'autres manières sans problème. Mais Ouais. maintenant, il n'y a plus d'excuses. Ouais, c'est sûr que, comme tu dis, et même en milieu amateur où il y a, dans le pire des cas, j'imagine même pas, on n'imagine même pas de smartphone, mais s'il y a zéro smartphone, zéro tablette et aucun budget, juste avec des coupelles, il y a possibilité Exactement, de hein. créer. Ouais, les coupelles, d'autres, des partenaires, C'est ça. voilà, des ballons, ça c'est clair que on peut faire plein de choses. Euh, on a parlé un peu de science, de technologie. Est-ce que parfois, tu as, l'impression que la réathlée, elle peut devenir trop dans la technologie et parfois créer un côté néfaste à être que dans de la technologie et qui peut créer une distance entre bah voilà, la science et la réalité même du terrain. Et est-ce que pour toi, dans 10 ans, en 2035, on sera que dans la surtechnologie ou est-ce que l'aspect terrain va rester présent? Alors, je vais peut-être passer pour un vieux. La technologie, c'est très bien, mais voilà, faut pas se noyer dedans. Et la technologie, bien sûr, elle va nous aider. Elle doit nous aider à objectiver des progressions, à objectiver des sensations, etc. Mais c'est pas la technologie et c'est pas la technologie qui va nous aider à faire de la reprogrammation. C'est pas la technologie qui va m'aider euh, à remettre de la flexion de genou sur des changements de direction, à remettre de la flexion de genou sur des réceptions de saut. C'est pas la technologie qui va m'aider à réintégrer la cheville ou la hanche dans sa chaîne complète. Tu vois, c'est pas la technologie qui va m'aider à ancrer, à aider l'athlète à acquérir un contrôle lombo-pelvien de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, bien sûr, faut pas se leurrer, hein, la technologie, elle rassure. Et les chiffres, ça rassure les gens d'avoir des chiffres. Je teste pour rassurer, je teste pour avoir des infos, etc. Ça les rassure. Sauf que il y a quand même une grosse partie de notre travail en rehab où bah, c'est de l'artisanat. À un moment donné, c'est de l'artisanat. Et du coup, bah, la reprogrammation, la posture, les corrections, l'échange avec les athlètes, tous ces feedbacks techniques, ça sera pas remplacé par la technologie. Donc moi, non, la technologie, ça me fait pas peur par rapport à ça. Parce que il y a tellement d'artisanat dans notre métier que voilà, je le prends vraiment où la technologie, elle me permet d'objectiver certaines choses. Et, et en même temps, c'est pas parce que la technologie elle me dira quelque chose que j'irai forcément toujours dans ce sens-là. Tu Mm. vois? Si la technologie elle me dit il saute à la même hauteur sur sa jambe saine et sur sa jambe lésée, ça n'empêchera pas d'aller gratter voilà, les petites améliorations que je peux encore avoir
et continuer sur mon plan. Bien sûr, ça doit nous aider à prendre des décisions, à réorienter le travail, etc. Mais, euh, mais ça rendra pas robotique nos prises en charge. Et encore heureux. Du coup, en 2035, je pense que notre métier sera le même, sauf qu'on aura peut-être plus de je- certitude, entre guillemets, sur peut-être certains testings, sur, sur des qualités à retrouver à certains points de passage en fonction des pathologies. Tu vois, quand je vois, on a quand même beaucoup de tendons d'Achille depuis quelques années, ça reste une pathologie qui n'est pas si documentée que ça. Ok, il y a des choses sur le RTP, on a Sim Gaspard, notre kiné, qui est en train d'écrire un gros Delphi dessus, etc. Mais sur la RIAB en elle-même, c'est loin d'être aussi riche qu'un croisé ou qu'un ischio. Donc voilà, je vois plus sur le fait que en 2035, on aura beaucoup plus d'infos sur toutes les spécificités des pathos et qu'on pourra avoir des RIAB encore plus précises avec des outils moins chers qui se seront démocratisés et qui pourront permettre à tout le monde d'avoir des évaluations et un suivi un peu plus objectif. Mais ça, pour moi, ça ne changera pas fondamentalement notre job. En tout cas, je l'espère, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on passe à côté euh, de l'objet central du travail avec les humains, c'est-à-dire bah, l'humain et l'échange et garder cet aspect d'artisanat. Hmm. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais, toi, avec un joueur qui a un peu le syndrome du mec qui est enfin, qui est en réathlé tout le temps ou qui devrait l'être et qui a une motricité globale catastrophique, qui est à risque plus, on en parlait tout à l'heure, des drapeaux rouges sur les tests, qui quand il court a les deux genoux qui se touchent en valgus dynamique quasiment tout le temps, ou même de manière extérieure, tu vois, les dirigeants du club disent c'est compliqué, le joueur est à risque, tu vois, il y a ce flou un peu derrière lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là? Est-ce qu'on les sort du circuit? Est-ce qu'on attend qu'ils se blessent? Est-ce que parfois ils se blesseront jamais? Je vais te faire une réponse de Normand, hein. Ça dépend. Euh, Ça dépend s'il a 35 piges et ça fait 20 ans qu'il évolue comme ça sans jamais avoir trop été blessé, bah, j'ai envie de te dire, j'y touche pas trop. Si je dois y toucher, je vais rejoindre, je pense, mes amis Christophe Keller et Anne-Laure Morini, où je vais dire, je vais essayer juste de les équiper c'est-à-dire de mettre un petit travail de renfort ou de contrôle pour essayer d'aider leur organisme à soutenir leur motricité, tu vois, et j'irai pas plus loin. Si c'est un jeune de 16, 17 ans, 20 ans, c'est un jeune professionnel, là je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que là il y a un vrai travail de fond à faire. Alors, euh, alors il y a quand même une problématique qui est centrale, c'est qu'on n'a pas la main sur tout. Parce que en fonction de ton staff et de ton club, peut-être que tu auras 2 fois 30 minutes dans la semaine, peut-être que tu auras 1 heure tous les jours pour bosser avec lui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, voilà, la différence entre le modèle idéal et la réalité qui impacte, et toi qui es en club, tu le connais encore plus que moi maintenant. À Clairefontaine, nous, c'est Disneyland, hein. Les joueurs, on les a de 9 heures à 17 heures, voire un peu plus, toute la semaine. On est, on peut être 6 pour 12 ou 13 athlètes, donc on a le temps, tu vois. On sait très bien qu'en club, c'est pas forcément toujours le cas et c'est beaucoup plus difficile notamment pour le travail de fond. Donc, si c'est un plus jeune, bah, moi j'y vais. J'y vais. Et par contre, forcément, tu dois prendre en compte ses spécificités. Et tu peux pas tout déconstruire non plus. Donc moi, la première chose, c'est je l'équiperai pour. Voilà, j'essaierai que musculairement, en tout cas au niveau
neuromusculaire. Il ait les qualités pour réduire au maximum les contraintes liées à sa motricité. Et puis après, c'est essayer de corriger, entre guillemets, un petit peu la motricité au fur et à mesure, mais ça reste du travail à long terme. Je pense, tu vois, aux athlètes avec qui sont sujets à des récidives d'ischio, où bah, typiquement le contrôle lombo-pelvien dynamique, c'est pas quelque chose que tu vas faire intégrer en 4 semaines, 6 semaines, voilà, ça peut durer. Et plus ils vont avancer en âge, Mm. plus ça peut mettre du temps à se mettre en place. Donc, donc c'est toujours une question délicate, mais ouais, si c'est un ancien, j'y vais avec parcimonie plus plus plus. Si c'est un jeune, j'y vais. Ça veut pas dire que mon intervention fera qu'il se blesse pas, hein. Ça, on n'a aucune certitude là-dessus. Bien sûr. Après, ne rien faire, si ça pète. Bon, est-ce que on manque pas non plus à notre donc vraiment c'est la question. Et après, il y a une dernière problématique aussi quand même dans le sport de haut niveau, c'est que tu peux initier un travail, surtout dans nos sports co, tu peux initier un travail et avoir ton joueur qui part à la fin de la saison. Et du coup, ton travail, tu l'as entamé, mais après, c'est à lui enfin, d'être autonome, pardon, et de le poursuivre ou pas. Là où sur d'autres sports de haut niveau, je pense, on en parlait il y a pas longtemps avec Anne-Laure Morani de l'INSEP, bah, elle, des fois, elle a des athlètes sur 10 ans, Mm. certains sur 12 ans. Et du coup, quand on en discute, elle dit, bah, on a mis 3 4 ans pour déconstruire une certaine motricité et on a remis 3 4 ans pour construire. Et après, il y a eu des médailles mondiales, olympiques, etc. Mais c'est pas la même possibilité d'approche que ce qu'on peut avoir dans les sports co où ton effectif, tu peux avoir un tiers qui tourne à la fin de la saison et je dis pas que tu recommences à zéro, mais pas loin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est un peu comme tout, voilà, trouver un juste milieu et puis c'est un peu les réponses de Normand, quoi. Ok, top. Ça dépend. Est-ce qu'on a encore 5 petites minutes avant que je te libère ou pas? Ouais. Allez, quelques questions. On sait que bon, on apprend souvent avec des échecs plus qu'avec des succès. Est-ce que toi, tu as t'as en tête quelques, alors sans citer de nom hein, du tout, mais quelques expériences où tu te dis, merde, là, ça s'est mal passé. En faisant une rétrospective, on aurait pu faire différemment, que ce soit en club, au centre médical, des choses quand tout se passe bien, on se dit ben c'est super, hein, ça flatte l'ego ou parfois voilà une chirurgie pour deux joueurs faite au même moment peut apporter soit une cicatrisation très rapide et pour l'autre pas du tout. Mais est-ce qu'il y a des choses voilà où tu t'es dit voilà là j'aurais bien aimé faire différemment ou après coup il y a eu des difficultés, on aurait fait différemment. Moi déjà, je pense que l'ego, faut le mettre un peu de côté. Je pense qu'on est dans un métier où faut être conscient que on ne maîtrise pas tout, que tout n'est pas dû à notre intervention. Voilà. Donc ça, je pense déjà, c'est une première chose importante. Après, des échecs, oui, forcément. Forcément, il y en a eu. Je pense enfin, la première année où je suis arrivé, une rupture tendon droit fémoral. Toute la prise en charge se passe bien. Une fois de plus, les testings, tout est OK. On fait tout sur le terrain, des sprints, intensité max. Le gars revient de mémoire à 0,3 km/h de son max sur 40 mètres. Donc voilà, c'est reparti, les frappes, etc. Et le dernier jour, je fais une séance sur le terrain tranquille. Il repartait au club, il devait vite, 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 vite rejouer. Je fais vraiment une séance tranquille, avec ballon, quasiment que de la technique, des petits déplacements. Le gars met un crochet, et sur son crochet, plac, le tendon il repète. Donc voilà, un peu les boules. Et puis bah, donc bon, ils voient le doc, etc. Ils font les examens médicaux. Début de semaine d'après, donc réponse, le tendon il a repété un petit peu plus haut. Et du coup, bah là, forcément, avec Guillaume Vassou, mon collègue kiné, on reprend tout ce qu'on a fait et on reprend toutes nos séances et tous les contenus, etc.
Et franchement, on avait fait quelque chose quand même d'assez carré, mais moi, ma conclusion, c'était euh, j'ai pas mis assez de composantes rotatoires et sur le renfort et sur le terrain. Bien sûr, on avait fait des cuttings, etc. Mais sur le renfort, on n'avait pas fait, je pense en tout cas, pas assez de composantes rotatoires sur le droit fémoral. Et c'est sûr qu'un droit fémoral comme un ischio, c'est pas que de l'axe. Et sur une contraction sous-maximale, sûrement que la composante rotatoire du mouvement a fait que ça qui a déclenché la reblessure. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je touche du bois, mais c'est des choses qui arrivent pas souvent, heureusement, que ça fait partie du job, hein, mais ça m'a assez marqué et ça a vraiment changé ma manière de fonctionner derrière. Donc ouais, forcément, tu changes avec ton expérience. Et après, l'autre, c'est pas un échec. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vécu comme ça, mais quand j'ai décidé de faire ma thèse, j'ai décidé d'arrêter le Paris Football Club, à qui tout se passait très bien, et que ça soit avec les joueuses, avec le staff, enfin vraiment, c'était plusieurs saisons, 5 6 saisons qui étaient vraiment géniales. Sauf que moi, de manière personnelle, la dernière saison, vraiment, j'ai senti que j'avais du mal à être un prépa de perf. Parce que, en fait, les joueuses, je les connaissais tellement bien, parce que c'était quand même un effectif où il y avait peu de turnover à l'époque, bah, qu'en fait, je commençais à réfléchir trop elle, je peux pas la pousser aussi loin, parce que son genou, si, parce que ça, nan, nan. Et du coup, tu vois, je sentais que mon côté réathlé de tous les jours prenait le pas sur le préparateur physique perf que je pouvais être quelques saisons plus tôt, où des fois vraiment je les poussais plus que dans le rouge et plus que sur la ligne, à la limite. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, alors après c'est peut-être un tort, hein, je me suis dit, je pense que j'étais plus assez performant sur ce point-là pour les pousser à encore progresser. Du coup, je me suis dit, c'est le moment de passer la main pendant que tout se passe bien et que tout le monde est content et d'aller vers d'autres projets. Et puis bah, après, c'est toi qui as pris la suite avec succès, avec le succès qu'on connaît et sûrement avec beaucoup plus cette capacité à aller ce que je ne faisais pas du tout vécu comme un échec, mais ça faisait partie des remises en question qui m'ont permis de bien avancer pour la suite. Et, euh, et tu vois, on rejoint un peu le côté, euh, on va dire, spécialisation. Ouais, J'ai beau être préparateur physique, j'ai beau avoir fait au début enfin, pas mal d'années sur la perf, mais à faire de la réathlée 7 heures par jour toutes les semaines de l'année, bah, je pense que, enfin c'est même sûr, ça change forcément ta vision du travail, ta manière d'entraîner. Et si je devais faire le chemin inverse, laisser un petit peu la réathlée pour refaire de la perf pure, euh, je pense qu'il me faudra un temps d'adaptation, ouais, un vrai temps d'adaptation pour ça. Donc c'est pas forcément un échec, mais je pense que c'est des réflexions qui sont importantes dans la manière de travailler et dans l'orientation aussi que tu as au quotidien. Et c'est là où alors c'est vraiment personnel, hein, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'on est dans une société vraiment, on est dans l'immédiat, tu vois, on veut tout comme ça, je fais une formation de 3 jours, donc je sais faire, etc. Et, et plus on monte vers le haut niveau, plus on est censé avoir des gens spécialisés dans leur domaine, et c'est pas forcément toujours le cas. Les gens, il y a une partie des personnes qui essaient d'être couteau suisse de tout. Et moi, j'avoue, que moi, je prends vraiment le sens inverse. Je me dis, enfin, je veux être spécialiste dans mon domaine et mon domaine, je vais essayer de le saigner à fond. Et j'ai tellement de choses à apprendre. Et je pense que c'est aussi là, quand j'ai terminé ma thèse, je pense qu'une thèse, c'est, euh, c'est aussi une vraie épreuve où tu mets ton ego de côté. Parce que tu travailles pendant 5 ans sur un sujet et
et la conclusion, moi, à la fin, c'est que plus j'ai appris, plus j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à connaître et qu'il y a tellement de choses que je maîtrise pas que voilà, ça met un petit peu d'humilité aussi, de dire, ah ouais, tu crois que tu maîtrises tout ça, mais regarde tout ce que tu maîtrises pas là-bas. Donc voilà un petit peu, moi, les choses qui me font me remettre en question et qui font progresser du coup. Et ça, c'est cool. Ouais, bah c'est l'effet Dunning-Kruger, hein. C'est au début, tu fais un truc, tu as l'impression de tout connaître dans l'immédiat et de pouvoir l'appliquer. Et plus le temps passe, plus tu t'aperçois que tu arrives dans la vallée de l'humilité et que tu comprends rien ou alors que tu as plus de questions que de réponses. Et après, il faut beaucoup d'années pour arriver à maturité. Mais top, intéressant. À retenir pour ceux qui nous écoutent, parce que ce que tu viens de dire là, tu vois, ces réflexions-là, que ce soit la partie prépa, réathlé, le curseur et comment tu t'y joues, et aussi le premier, enfin, la première situation, le premier échec là, que tu as vécu sur les composantes rotatoires, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on peut négliger parfois, où on dissocie quand même parfois la partie salle et la partie terrain. Et dans la partie salle renfo, tu restes que dans des mouvements parfois, dans le meilleur des cas, globaux, mais quand même sur un seul plan. Sinon, des exercices d'isolation sur machine guidée. Et c'est quand même assez loin de ce que tu vas rencontrer sur le terrain, sur un mouvement de frappe, de dégagement, de changement de direction à très haute intensité. Et l'aspect rotation et engagement de plusieurs chaînes est quand même hyper important. Bon, merci Geoff. Quels sont les projets à venir là, dans les semaines qui arrivent? Les projets, il y en a plein, hein. Les projets, c'est essayer de sortir, enfin, à part le fait d'essayer de toujours optimiser nos prises en charge sur les blessés, mais ça, c'est un objectif de vie, on va dire. Essayer de sortir des papiers sur les cuttings, sur la réintroduction des cuttings en fonction des pathologies. Voilà, ça, c'est un de nos gros projets et sûrement avec des gros auteurs étrangers. J'ai aussi des projets, notamment de Delphi sur les sport co, sur la réathlée full terrain. Voilà, essayer de faire collaborer un petit peu les gens, les staffs du foot, mais les staffs du hand, du rugby, du hockey, voilà. D'abord au niveau français, on verra plus tard côté international, mais en tout cas au niveau français, essayer de rassembler un peu tout le monde, essayer de discuter, d'échanger, de faire avancer nos pratiques. Donc ça c'est les gros objectifs pour l'avenir à venir. Et c'est déjà pas mal. Ok, Il y en a magnifique. plein d'autres, mais Je on sais, n'arrête jamais. je sais que tu as plein d'autres projets. Magnifique, bah, merci. On a dépassé un petit peu le temps, même si on est quand même dans la fourchette acceptable, je pense, avant ta journée de boulot. T'es pas très actif sur les réseaux, mais est-ce qu'on peut te suivre quand même sur quoi? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, ouais, sur Insta. Après, moi, je suis pas trop moi, je suis un homme de l'ombre. Donc, tu veux venir C'est-à-dire que parler je pour ça. l'utilise pour suivre, pour me documenter, pour me mettre à jour, etc. Mais j'avoue que je suis pas trop publié. Voilà, je préfère faire des interventions, des congrès, donner des cours. Plutôt côté un peu universitaire aussi. Donc j'avoue, sur les réseaux, je suis pas très présent. Voilà. Je, je préfère être un petit peu dans l'ombre. C'est un rôle, je trouve, qui nous va bien. Ok, magnifique. Si ça intéresse certains, merci en tout cas, j'ai adoré hein, l'échange et je te souhaite de la réussite pour la suite. Merci Maxence, merci à toi pour tout. À plus.